À travers les âges d'Oman, chronique d'une terre qui n'a jamais cessé de se transformer. Il y a 1900 ans déjà, alors que les premiers marchands hissaient leurs voiles depuis les côtes de l'Inde, de la Perse et de l'Afrique de l'Est, un port discret commençait à écrire son histoire sur les rivages de l'océan Indien. On pourrait croire, en découvrant certaines images, que l'on se trouve face à la Suisse, ou peut-être à un fragment détaché des Maldives. Il n'en est rien, nous sommes au Moyen-Orient, et voici Oman, un pays qui, depuis l'aube de son existence, n'a cessé de se réinventer sans jamais renier ce qu'il était. Remontons le fil du temps. Depuis le 1er siècle de notre ère, Mascate s'est imposé comme un carrefour incontournable pour les navires venus de contrées lointaines. Moins tapageuse que Dubaï, moins ostentatoire que Doha, la ville a grandi dans l'ombre, devenant peu à peu un centre de commerce, de foi et de pouvoir, où se sont succédés les empires, des Portugais aux Ottomans, chacun cherchant à poser son empreinte sur ce territoire convoité. Et pourtant, chose étrange, à travers chaque occupation, Mascate n'a jamais perdu son âme. Elle s'en est au contraire trouvée enrichie, comme si chaque strate d'histoire venait ajouter une nuance supplémentaire à son identité. Puis vint un tournant décisif dans cette longue trajectoire. Au cœur de la ville surgit une œuvre monumentale, témoignage vivant du renouveau d'un royaume moderne qui, malgré les bouleversements du siècle, garde intacte son âme traditionnelle. La grande mosquée du sultan Kabou, taillée dans le grès indien et le marbre de Carrare, incarne cette vision raffinée d'un dirigeant qui voulut faire entrer Oman dans le XXIe siècle sans jamais tourner le dos à ses racines. À l'intérieur, un lustre en cristal Swarovski de plus de 8 tonnes domine l'espace, tandis qu'un tapis persan tissé à la main s'étend sur près de 4000 mètres carrés, chaque nœud, dit-on, comme une prière silencieuse. Ce lieu dépasse la simple fonction de sanctuaire. Il est le symbole d'une harmonie retrouvée entre l'art, la spiritualité et l'identité nationale. Que l'on soit croyant ou non, on y entre porté par un silence habité, presque palpable. Car à Mascate, la beauté ne cherche jamais l'éclat facile. Elle se love dans le détail, dans ce respect têtu du passé qui refuse de s'effacer. Éloignons-nous à présent de la ville, le temps d'une traversée de 30 minutes à peine. Là où l'histoire humaine s'efface, la nature, elle, poursuit son œuvre depuis des millions d'années. Les îles Daymaniyat forment un archipel de 9 petites terres éparpillées dans des eaux d'une transparence presque irréelle. Sous la surface, des jardins de corail vivants composent un labyrinthe de couleurs, tandis que le sable, d'une finesse presque poudreuse, se laisse patiemment façonner par le va-et-vient des vagues, jour après nuit, depuis des temps immémoriaux. On pourrait, de loin, y voir une version sauvage des Maldives. Mais sous cette beauté de surface se cache une réserve écologique strictement protégée, l'une des dernières intactes de tout le Golfe. Et dans ce monde immergé, vit une créature dont la lignée traverse les millénaires, la tortue verte. Chaque été, comme leurs ancêtres l'ont fait avant elle pendant des générations sans nombre, des femelles pouvant peser jusqu'à 136 kg rejoignent en silence les plages de Daymaniyat pour y déposer leurs œufs. Elles creusent avec leurs nageoires rugueuses, recouvrent leur nid de sable chaud, puis repartent sans un bruit, confiant à la nature seule le soin de veiller sur leur descendance. Quelques semaines plus tard, des centaines de petites tortues émergeront du sable pour entreprendre, sans aucun guide sinon leur instinct, le voyage le plus périlleux de leur existence vers l'océan. Sous l'eau, les adultes se déplacent avec une grâce presque aérienne, glissant au-dessus des récifs peuplés de poissons multicolores, loin du vrombissement des moteurs et des filets de pêche. Daymaniyat n'est pas simplement un site de plongée, c'est un lieu où la vie continue son cours, lente, ancienne et proprement stupéfiante. Le temps, ici, semble suivre des rythmes différents selon les lieux. Sur la route côtière qui relie Mascate à Sur, là où les montagnes calcaires plongent vers la mer, s'ouvre soudain un gouffre gigantesque, silencieux, presque parfait, presque irréel. Les habitants l'appellent Hawiyat Najm, le puits de l'étoile filante, et la légende raconte qu'une météorite serait tombée jadis à cet endroit précis, creusant cette faille où la Terre semble avoir été vidée de son âme. La science, elle, y voit un phénomène géologique plus ancien encore. L'effondrement d'une couche calcaire ayant exposé une nappe d'eau souterraine, laquelle se mêle aux infiltrations marines pour former ce lac turquoise d'une clarté saisissante. Mais la beauté du lieu ne tient pas qu'à sa couleur. Elle tient à cette sensation étrange de se tenir debout à la frontière entre deux mondes, le réel et le mythique, sans enseigne commerciale, sans hôtel bondé, rien que la pierre, l'eau, la lumière
et une paix que l'on croyait n'exister que dans les souvenirs d'enfance. Non loin de là, près de la petite ville côtière de Tiwi, une autre strate du temps s'est préservée au creux des falaises. Wadi Shab s'ouvre comme une oasis secrète, cachée dans les replis d'un territoire pourtant réputé pour ses sables infinis et sa chaleur écrasante. Pour l'atteindre, il faut marcher le long de sentiers poussiéreux puis de chemins pavés, longer des ruisseaux peu profonds et des terrasses bordées de palmiers. Ce n'est pas une simple randonnée, c'est un voyage entre contraires. Les falaises abruptes cèdent soudain la place à des brises fraîches. La terre aride s'ouvre sur des bassins turquoises, des cascades, des jardins suspendus. Au bout du canyon, la roche se resserre en un étroit corridor où la lumière peine à se faufiler. Derrière cette faille se cache une grotte mystérieuse où l'eau tombe depuis les hauteurs dans un bassin d'un vert d'émeraude parfaitement immobile. Le bruit de la chute résonne contre les parois calcaires, tandis que des rayons de soleil filtrent à travers les fissures du plafond, dessinant sur l'eau des motifs mouvants et fugaces. On a le temps de découvrir un secret que la terre elle-même avait choisi de garder, et lorsque l'écho de l'eau finit par s'estomper, on comprend que ce lieu n'était pas fait pour être simplement regardé, mais pour être gardé en mémoire, longtemps après le départ. Si Wadi Shab dévoile les secrets intimes de la nature omanaise, c'est à Nizwa qu'il faut se tourner pour comprendre son âme. Là, au cœur de l'ancienne capitale du pays, s'élève un fort qui est bien davantage qu'une simple forteresse militaire. Construit au XVIIe siècle par l'imam Sultan bin Saïf al-Yaroubi, il fut en son temps un lieu de pouvoir, de savoir et de résistance. Sa tour ronde massive, de près de 30 mètres de diamètre, fut conçue pour résister aussi bien au temps qu'aux invasions. En franchissant ces épais murs de briques de terre, on découvre des escaliers étroits, des tunnels dissimulés, des mécanismes de défense d'une ingéniosité remarquable. Mais au-delà de l'architecture, c'est l'esprit d'une cité tout entière qui se révèle. Une cité qui guidait autrefois la vie spirituelle et intellectuelle d'une nation. Nizwa fut en effet bien plus qu'une ville fortifiée. Elle fut un centre du savoir islamique, où les érudits débattaient à l'ombre des palmiers, tandis que les marchands portaient leurs idées et leurs marchandises jusque dans les souks animés. Aujourd'hui encore, un parfum d'encens persiste dans l'air, comme si l'histoire continuait de respirer à travers chaque pierre. Du silence des lacs du désert aux échos des canons et des chants coraniques, le fort de Nizwa nous rappelle que la force d'Oman ne vient pas seulement de ses murailles, mais aussi de la sagesse qui les a érigées. Depuis ces pierres chargées de mémoire, la route s'étire vers l'est et les montagnes cèdent peu à peu la place à quelque chose de bien plus ancien, des étendues infinies de sable doré. Voici les sables de Waïba, l'un des paysages les plus emblématiques d'Oman, qui s'étendent sur environ 12 000 km². Ici, les dunes sont façonnées chaque jour par le vent, des forces plus vieilles que l'histoire elle-même. Au premier regard, le lieu paraît vide, mais en s'y attardant, le désert commence à parler. Ses couleurs changent au fil des heures, or pâle au matin, ambre profond au coucher du soleil, bleu argenté sous le voile des étoiles. Le sable, lui, ne dort jamais. Il se déplace en silence, comme si un souffle invisible régénérait le paysage heure après heure. Au milieu de ces dunes mouvantes et de ces vents incessants, les dromadaires apparaissent comme des silhouettes venues d'un autre âge, traversant le temps sans un bruit. Ils n'ont besoin ni de repères ni de sentiers. Leurs pas connaissent chaque pente, chaque grain de sable et tracent leur chemin jusqu'à l'horizon. Avec leur stature élancée et leurs bosses dressées comme un repère mobile, ces animaux sont nés pour affronter les conditions les plus rudes, capables d'endurer la soif pendant des jours entiers et une chaleur avoisinant les 50 degrés, tout en avançant d'un pas sûr sur le sable brûlant. Leurs pattes larges et souples, leurs yeux protégés par d'épais cils, les mettent à l'abri des tempêtes de sable. Ils n'ont rien de bruyant, seulement cette avancée patiente, un pas après l'autre, sans jamais reculer. Dans les sables de Waïba, il ne reste que la persistance du sable, le vent invisible et un temps qui semble s'écouler sans même exister. Franchissons à présent les sommets escarpés de Djebel Shams, où la route sinueuse redescend vers un monde plus vert, plus apaisé. Wadi Naker forme une vallée cachée, où l'eau continue de couler et où les palmiers se dressent, immobiles, comme des sentinelles silencieuses. Contrairement au Grand Canyon du Nord, ce lieu reste discret. Sur près de 15 km, un gorge étroite est nourrie par des sources souterraines, emplies du bruissement des feuilles, du murmure de l'eau et des chants d'oiseaux au loin. Wadi Naker n'apparaît presque jamais sur les cartes, ni dans les guides touristiques les plus soignés.
Et pourtant, son silence offre quelque chose de rare. Un souffle, un instant de nature à l'état pur. Surnommé le Grand Canyon de l'Arabie, il s'enfonce sur plus de 1000 mètres de profondeur dans la chaîne du Hajar. Debout au bord de la falaise, près de Djebel Shams, on a l'impression que le sol se dérobe, révélant des strates de roches pliées comme les pages d'un manuscrit géologique ancien. Le petit village de Pierre de Goul se tient à l'entrée du canyon. De là, le chemin s'enfonce dans un monde presque oublié, marqué par les cicatrices des forces tectoniques et la lente persévérance de l'eau. Au fil des siècles, Wadi Naker est resté isolé, difficile d'accès. Quelques villages de pierre abandonnés s'accrochent encore aux falaises, comme si le temps les avait simplement contournés. En contrebas, une fine bande de verdure rappelle le souvenir d'une rivière qui coulait autrefois avec force, tandis que les vestiges de champs en terrasse marquent encore les pentes, tels les fantômes d'un mode de vie autosuffisant depuis longtemps disparu. Ici, les roches conservent des récits que l'histoire écrite a cessé de raconter. La montagne veille en silence, imperturbable face au temps et aux bouleversements qui l'entourent. Et juste au-dessus de ce gouffre, surgissant de la terre fissurée, se dresse Djebel Shams, le plus haut sommet d'Oman, surnommé la montagne du soleil, un nom qui l'honore chaque matin en captant les premiers rayons de l'aube avant même que les vallées en contrebas ne commencent à s'éveiller. Depuis son sommet, à plus de 3000 mètres d'altitude, le regard se perd dans un silence où les falaises se fondent dans l'ombre tandis que les parois du canyon s'embrasent d'or sous la lumière matinale. Mais Djebel Shams est bien plus qu'un simple point de vue. L'air y est vif et pur, et en hiver, le froid peut y être si intense que la roche elle-même semble gelée. Le vent siffle sur le plateau, sculptant des murmures dans la pierre. Sur les crêtes les plus hautes, quelques éleveurs de chèvres continuent d'y vivre, leur existence rythmée par le pouls même de la montagne. Le long des sentiers étroits qui longent les falaises, des coquillages fossilisés se cachent dans la roche, vestiges d'un ancien fond marin soulevé par le temps, rappel silencieux que ce sommet a vu l'océan monter, puis se retirer. Là où Wadi Naker révèle la profondeur du paysage omanais, Djebel Shams en révèle la hauteur, physique autant que symbolique, à l'endroit précis où la terre, le ciel et le silence se rencontrent. Plus au sud, là où la côte se rapproche de l'horizon et où la mer commence à effleurer le sable, le paysage se métamorphose une fois encore. Voici les collines de sucre, un désert côtier sans équivalent qui s'étire le long du littoral d'Al-Alaniyat. Ces dunes-là n'ont ni le jaune ni la teinte rouille de Wahiba. Elles scintillent d'un blanc éclatant, comme taillées dans de la poudre de sel ou du corail blanchi. En plein midi, elles brillent presque comme de la neige. Au crépuscule, elles se teintent de rose et d'argent fugace. Ce sable lisse et doux s'est formé au fil de milliers d'années à partir de coquillages broyés par le vent et de calcaire fragmenté. Chaque pas y laisse une empreinte profonde, aussitôt effacée par le vent qui reforme la surface, renouvelant sans cesse le tableau à chaque soir. Juste au-delà des dunes, la mer d'Arabie déferle contre le rivage, ses vagues rythmées par le souffle du vent, une rencontre de contraires, le sable brûlant contre l'eau fraîche, l'immobilité contre le mouvement perpétuel. Il n'y a là ni village ni sentier balisé, seulement quelques pêcheurs, quelques oiseaux marins et le bruit du vent dans les reliefs. Les collines de sucre n'appartiennent ni tout à fait au désert, ni tout à fait à l'océan. Elles appartiennent aux deux à la fois. Et pendant un bref instant, tandis que la lumière se reflète sur chaque grain de sable, on ne sait plus si l'on marche sur du sable ou sur de la neige. Il faut ensuite parcourir plus de 1000 km vers le sud pour comprendre à quel point Oman sait encore se réinventer. La carte indique toujours le même pays, mais la terre, elle, raconte une toute autre histoire. À Salalah, le paysage change si radicalement qu'on croirait avoir traversé un continent entier, et non simplement une latitude. Les dunes de sable cèdent la place à des collines verdoyantes et vallonnées. La chaleur sèche s'efface devant des brumes fraîches, et le silence du désert laisse place au bruissement des feuilles et au clapotis régulier de la pluie. C'est ici que souffle le Kharif, cette mousson qui transforme la région chaque été. Nulle part cette métamorphose n'est plus spectaculaire qu'à Wadi Darbat, une vaste vallée verte où des cascades se déversent le long des falaises dans des bassins paisibles, tandis que des ruisseaux sinueux traversent des champs de roseaux et de figuiers. L'air y est chargé d'humidité, empli de chants d'oiseaux, rafraîchi par les vents venus de l'océan Indien, qui redonnent vie à ce paradis caché. Au fond de la vallée, un cours d'eau naturel se transforme, le temps de la mousson, en une cascade rugissante.
L'eau se précipite depuis des falaises calcaires de plus de 30 mètres de haut, dans un bassin brumeux entouré de lianes suspendues et de rochers couverts de mousse. Salalah ne se contente pas de modifier le paysage, elle le réécrit entièrement. Elle nous rappelle que même dans un pays cerné par le désert, la nature réserve toujours des surprises, et qu'Oman demeure une histoire encore inachevée. Loin au nord, séparée du reste du pays par une bande de territoires émiratis, s'étend une région qui semble appartenir à un autre monde, Musandam, l'âme septentrionale d'Oman, où les montagnes plongent directement dans la mer et où les fjords s'enfoncent dans les terres comme l'empreinte laissée par le temps lui-même. Souvent surnommée la Norvège de l'Arabie, Musandam ne ressemble à rien d'autre sur toute la péninsule arabique. D'immenses formations calcaires jaillissent des eaux turquoises du détroit d'Ormuz, l'un des passages maritimes les plus stratégiques et les plus fréquentés de la planète. Et pourtant, ici, le monde semble ralentir. Des villages s'accrochent aux flancs des falaises, tandis que des boutres, ces embarcations traditionnelles à la coque de bois incurvée, glissent sans effort sur des eaux calmes, se faufilant à travers des criques isolées. Non loin d'eux, des dauphins à long bec bondissent joyeusement dans les vagues, dessinant dans les airs des arcs parfaits, comme s'ils sautaient d'un fjord à l'autre. Leur présence n'a ici rien d'exceptionnel. À Musandam, croiser des dauphins n'est pas un hasard rare, mais une compagnie constante, intégrée au rythme même de la mer. Musandam demeure isolé du reste du pays, comme un souvenir préservé intact au milieu du flot de la modernité. Calme, sans hâte, c'est ici que se rejoint tout ce qu'Oman offre de meilleur. Sa beauté sauvage, son esprit marin, sa force tranquille, nourrie par le temps et par les embruns. À cette extrémité du territoire, où les montagnes touchent le ciel, où la mer enlace la roche, où la lumière du soir glisse sur les falaises abruptes, on ne se contente plus de regarder Oman, on commence enfin à le comprendre. Il reste, pour clore ce voyage à travers les âges, un dernier contraste à découvrir. Niché dans les terres arides d'Oman, Djebel Akdar, la montagne verte, offre un tableau saisissant. Air frais, terrasses fertiles et un rythme de vie façonné par l'altitude. À plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, Djebel Akdar surprend par sa fraîcheur et sa fertilité inattendue. Des marches de pierre dévalent les pentes, captant les rares pluies pour les canaliser vers d'antiques systèmes d'irrigation, les phallages, hérités des générations passées. Au printemps, l'air se charge du parfum des roses de Damas, cultivées dans des vergers d'altitude et cueillies à la main, dès l'aube. Ces pétales ne sont pas seulement admirés pour leur beauté, ils servent depuis des siècles à produire l'eau de rose utilisée dans les rituels omanais, les parfums et les gestes d'hospitalité qui font la réputation du pays. Mais Djebel Akdar est bien plus qu'une terre agricole. C'est un refuge, un sanctuaire luxuriant taillé dans la roche, où des villages s'accrochent aux falaises comme autant de souvenirs gravés dans la montagne. Ici, la vie ne se presse jamais. Elle avance, régulière, équilibrée, en harmonie avec les rythmes de l'altitude et de la terre. Des sentiers serpentent à travers des gorges étroites et des villages de pierre désertés, révélant un visage d'Oman que peu de voyageurs ont eu la chance de connaître. Paisible, sublime, hors du temps. Chaque détour semble ouvrir un chapitre oublié, terrasses effondrées, murs silencieux, échos de voix qui autrefois animaient ce plateau aujourd'hui déserté. De la mer bleue au sommet montagneux, des oasis cachées aux vallées embrumées, Oman se dévoile comme un voyage fait de contrastes étranges et pourtant profondément harmonieux, où la beauté s'infiltre discrètement dans chaque détail, dans chaque souffle de la terre. Chacun des territoires que nous avons traversés n'est pas seulement un paysage, c'est un fragment de mémoire, une part de culture, un rythme de vie qui perdure depuis des milliers d'années, malgré les empires qui sont passés, malgré les mousses qui reviennent chaque été, malgré le sable qui ne cesse jamais de se déplacer. On pourrait se demander ce qui, de toutes ces métamorphoses, mérite le plus d'être préservé, et ce que nous serions prêts, nous-mêmes, à sacrifier de notre confort moderne pour retrouver ne serait-ce qu'un peu de cette lenteur, de ce silence habité. Peut-être est-ce précisément cela qui rend Oman si singulier, cette capacité à traverser les siècles sans jamais perdre son souffle. Et le voyage, comme la Terre elle-même, ne fait sans doute que commencer.